Elle avait exactement 10 secondes pour faire un choix qui sauverait une vie ou mettrait la sienne en danger. Dans le monde brutal de la mafia italienne, on ne parlait pas, on ne regardait pas et surtout, on ne touchait jamais le dent. Nous travaillons avec des ressources très limitées et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît pour nous aider à débloquer la monétisation et à continuer de créer davantage d'histoires. Merci pour votre soutien. Mais lorsque Briar Vance, une serveuse en difficulté, dans le restaurant le plus exclusif de la ville, surprit une conversation destinée à rester dans la tombe, elle brisa la règle d'or. Elle glissa une serviette froissée sous le verre de whisky de Lorenzo Moretti, l'homme le plus dangereux de New York. Le mot disait « Votre fiancé vous tend un piège. Partez maintenant ». Que se passe-t-il lorsqu'un chef de clan réalise que la seule personne en qui il peut avoir confiance n'est personne? Et que se passe-t-il lorsqu'il décide d'en faire sa reine? L'odeur de l'Obsidian Room était toujours la même vieille fortune huile de truffe et ce goût métallique de la peur dissimulé sous des parfums hors de prix. C'était le restaurant le plus exclusif de Manhattan où une réservation exigeait une enquête de moralité et un compte en banque à 7-0. Pour Briar Vance, c'était simplement l'endroit qui lui versait assez de pourboire pour maintenir son petit frère Toby dans son programme spécialisé de kinésithérapie. Elle avait 23 ans, elle était invisible et efficace. Elle avait maîtrisé l'art de se fondre dans le décor. Elle savait servir un Romanée Conti de 1945 sans trembler même lorsque les hommes à la table discutaient de la meilleure manière de faire disparaître quelqu'un dans l'East River. Table 4. Le maître d'hôtel, un homme nerveux nommé Claude, lui siffla ces mots lorsqu'elle passa près du poste de cuisine. Le groupe Moretti. Ne gâchez pas tout Briar. Lorenzo Moretti était de mauvaise humeur. Briar sentit un frisson glacé lui parcourir les chânes. Lorenzo Enzo Moretti, le capo des capis, le roi de New York. Il ne venait pas souvent à l'Obsidian Room, mais lorsqu'il y venait, l'air du restaurant devenait lourd, comme si sa présence aspirait tout l'oxygène de la pièce. Il avait 32 ans de perfection dangereuse, des cheveux noirs tirés en arrière, une mâchoire capable de couper du verre et des yeux de la couleur d'une mer d'orage. Des yeux auxquels rien n'échappait. Ce soir-là, il dînait avec Bianca Valente, sa fiancée. Selon les tabloïds, c'était le mariage du siècle, une alliance entre les deux familles criminelles les plus puissantes de la côte Est. Bianca était sublime, une apparition en soie rouge, mais Briar avait toujours trouvé son sourire trop acéré et ses yeux trop prédateurs. « Oui, Claude », murmura Briar en lissant son tablier noir. Elle prit le plateau d'amuse-bouche du caviar sur blini et des huîtres venues du Japon par avion, puis se dirigea vers la banquette isolée au fond. À mesure qu'elle approchait, la tension devenait palpable. Lorenzo fixait son téléphone, le corps fermé. Bianca sirotait du champagne, les yeux courants dans la salle, avec une nervosité qui ne correspondait pas à son maintien impeccable. Briar servit les assiettes en silence. « Encore du scotch » dit Lorenzo. Sa voix était un grondement bas comme une voiture de luxe au ralenti. Il ne leva pas les yeux. Macallan 64. « Tout de suite, monsieur » murmura Briar. Elle recula jusqu'au bar, récupéra la carafe en cristal, puis remarqua que le seau à glace était vide. Elle devait descendre à la cave à vin au sous-sol chercher les sphères de glace artisanales spéciales que Lorenzo préférait. La cave était glaciale, faiblement éclairée par des ampoules anciennes qui vacillaient. Briar se hâta vers le congélateur du fond. Au moment où elle saisissait la pince à glace, la lourde porte en chêne, en haut de l'escalier, grinça. Des pas. Des talons secs claquèrent sur le sol de pierre. Briar se figea. Le personnel n'était pas censé descendre ici pendant le service, sauf en cas de nécessité, mais la façon furtive dont la personne entra la poussa à se reculer dans l'ombre du casier de pinot noir. « Je suis dans la cave. Parle vite, Dante. » C'était Bianca. Sa voix n'avait rien du ronronnement soyeux et séduisant qu'elle utilisait à table. Elle était tranchante et impatiente. Briar plaqua une main sur sa bouche, le cœur cognant contre ses côtes, comme un oiseau pris au piège. Dante Russo était le chef de la famille Rival, l'homme qui avait juré d'effacer la lignée Moretti de la surface de la terre. « Oui, il boit », siffla Bianca dans son téléphone. « Il est distrait. Il croit que ce soir n'est qu'un rendez-vous avant la fusion. » Une pause suivit.
Non, la voiture est piégée, mais j'ai besoin que vous l'abattiez avant qu'il n'arrive jusqu'à elle, si possible. Je veux que ce soit public, poursuivit Bianca. Je veux que ces hommes le voient tomber. Les yeux de Briard s'écarquillèrent. 9h15 du soir, confirma Bianca. C'est l'heure à laquelle nous partons. Le tireur doit être de l'autre côté de la rue. Je laisserai tomber mon sac pour signaler que je m'arrête. Assure-toi de ne pas le rater, Dante. Si Lorenzo survit, il nous détruira tous les deux. Bianca raccrocha. Elle inspira profondément, arrangea ses cheveux dans le reflet d'une vitrine à vin et remonta l'escalier. Briard attendit d'entendre la porte se refermer avant de s'effondrer contre les étagères froides. Ses jambes semblaient faites de gelée. 9h15 du soir. Elle consulta sa montre bon marché. Il était 9h05. 10 minutes. Lorenzo Moretti avait 10 minutes à vivre. Si elle ne disait rien, un homme perdrait la vie. Un homme dangereux, oui. Un criminel, certainement. Mais tout de même, un homme qui n'avait jamais été impoli avec elle, un homme qui laissait $500 de pourboire au personnel rien que pour avoir versé de l'eau. Si elle parlait, Bianca nierait tout. Bianca, la fille d'un Don, ferait taire Braillard, avant même qu'elle ait terminé sa phrase. Qui le grand Lorenzo Moretti croirait-il? Sa fiancée de la haute société ou une serveuse aux chaussures trouées? Briard attrapa le seau de glace. Ses mains tremblaient si fort que la pince claqueta. Elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait pas débarquer dans la salle et crier « Piège !» Il lui fallait un moyen de le prévenir sans s'exposer immédiatement à Bianca. Elle remonta en courant l'esprit en ébullition. Au poste de service, elle attrapa la bouteille de Macallan. Il lui fallait un dessous de verre. Non, un dessous de verre était trop épais pour écrire vite, une serviette. Elle saisit une serviette à cocktail blanche et un stylo bille noir. De ses doigts tremblants, elle écrivit 5 mots. L'encre bava légèrement dans le papier souple. Votre fiancé vous tend un piège. Partez maintenant. Elle plia la serviette en un petit carré serré et vérifia l'heure. 9h08. Braillard inspira profondément, remit son masque professionnel en place et retourna à la table 4. Bianca souriait à présent, la main posée sur l'avant-bras de Lorenzo. Elle avait l'air de l'épouse aimante parfaite. Cela donna la nausée à Braillard. « Votre scotch, monsieur !» dit Braillard, la voix stable malgré le chaos dans son esprit. Elle posa le verre frais, mais elle ne le posa pas sur le dessous en cuir. Elle le posa directement sur la serviette pliée. Elle appuya son index sur la base du verre une fraction de seconde, de trop forçant Lorenzo à regarder sa main, puis la serviette, puis ses yeux. Pour la première fois de la soirée, Lorenzo Moretti la regarda vraiment. Braillard ouvrit légèrement les yeux comme une supplication, un signal. Elle toucha la serviette une fois du petit doigt, puis se retira. « Tout va bien ?» demanda Bianca sèchement, remarquant le retard. « Vous restez planté là. »« Toutes mes excuses, madame, » dit Braillard en baissant la tête. « Je voulais seulement m'assurer que le verre était propre. » Elle s'éloigna, le cœur dans la gorge. Elle ne se retourna pas. Elle passa directement les portes battantes de la cuisine et s'appuya contre le comptoir en acier inoxydable, priant pour ne pas avoir signé son propre arrêt de mort. Lorenzo Moretti n'était pas devenu chef de famille en étant distrait. Il avait survécu à 3 tentatives d'assassinat, à une inculpation fédérale et à une guerre contre la mafia russe. Il connaissait l'odeur du danger. Lorsque la serveuse aux cheveux châtains et aux yeux trop grands pour son visage appuya le verre, il sentit l'anomalie. Le service de l'Obsidian Room était irréprochable. On n'utilisait jamais de serviettes en papier pour un scotch haut de gamme. On utilisait des dessous de verre en cuir. Il la regarda s'éloigner. Elle était raide et terrifiée. Il baissa les yeux vers le verre. Le coin du papier blanc dépassait. « Enzo, mon chéri, » ronronna Bianca en faisant courir un doigt le long de son biceps. « Tu es distraite ce soir. Tu penses à la lune de miel. » Lorenzo ne sourit pas. Il leva son verre. Bianca tendit la main vers son sac. « Je vais simplement me rafraîchir un peu avant notre départ. Nous devrions partir dans environ 5 minutes. » 9h15. L'heure. La précision était l'ennemi de l'innocence.
Lorenzo déplia la serviette sur ses genoux sous le bord de la table. Votre fiancé vous tend un piège. Partez maintenant. Son sang se glaça non pas de peur, mais d'une rage soudaine et limpide. Il regarda Bianca. Elle vérifiait son reflet dans son miroir compact, ses dents l'heure sur sa montre en diamant. Dante pensa-t-il aussitôt. Bianca insistait depuis des semaines pour des pourparlers de paix avec la famille Russo. Tout prenait sens, l'affection soudaine, l'insistance pour ce restaurant, l'heure précise. Il avait deux choix. Considérer le mot comme une plaisanterie et risquer une balle dans la tête, ou faire confiance à la serveuse. Il jeta un regard vers les portes de la cuisine. La fille avait disparu. Pourquoi risquerait-elle sa vie pour lui dire cela ? Enzo, demanda Bianca. Lorenzo froissa la serviette dans son poing et se leva brusquement. Nous partons, dit-il. Sa voix était de glace. Maintenant, mais je n'ai pas fini mon... Maintenant, Bianca ! Il ne l'attendit pas. Il fit signe à son chef de la sécurité, un géant nommé Marcus qui se tenait près de l'entrée. Marcus vit l'expression d'alerte rouge sur le visage de Lorenzo et toucha son oreillette. Lorenzo saisit le poignet de Bianca sans douceur. « Enzo, tu me fais mal », siffla-t-elle en tentant de se dégager pendant qu'il la traînait vers la sortie. « Tu survivras », marmonna-t-il. Ils atteignirent le comptoir du voiturier à 9h, 11:04 trop tôt. « Amenez la voiture », aboya Marcus au voiturier. « Non », dit Lorenzo. Il balaya la rue du regard les toits ou les camionnettes garées. « On prend la sortie arrière. Maintenant. » L'arrière. Le visage de Bianca pâlit. Enzo, ne sois pas ridicule. La Rolls est juste là. Elle tenta de s'arrêter, tendant la main vers son sac, le signal. Lorenzo vit sa main tressaillir vers le sac et la recouvrit de la sienne. Continue à marcher. Ils surgirent par la sortie de la cuisine et débouchèrent dans la ruelle. Le personnel les fixa. Friard était là, en train de récurer une casserole. Elle leva les yeux, le visage humide de vapeur. Lorenzo croisa son regard une fraction de seconde, un signe de tête silencieux. « Je t'ai entendu. » Il poussa Bianca sur la banquette arrière de son SUV, d'escorte secondaire un escalade blindé qui attendait dans la ruelle. « Roule !» cria Lorenzo à son chauffeur. Au moment où le SUV jaillissait de la ruelle pour rejoindre la grande route, l'horloge sonna 9h15. La déflagration fut à faire trembler la terre. Lorenzo regarda par la vitre arrière. Devant le restaurant là où il aurait dû se tenir s'il avait attendu la Rolls, une boule de feu engloutissait la rue. Sa Rolls-Royce Phantom devint une épave tordue de métal en flammes. L'onde de choc fit voler en éclats les fenêtres de l'Obsidian Room. Dans le SUV, le silence était assourdissant. Bianca tremblait, fixant le feu. Elle ne jouait plus la comédie. Elle était terrifiée non par l'explosion, mais par l'homme assis à côté d'elle. Lorenzo tourna lentement la tête vers elle. La lueur de l'incendie dans la rue éclairait les plans durs de son visage. Il avait l'air d'un démon. « Tu as raté », dit doucement Lorenzo. Bianca ouvrit la bouche pour hurler, mais Marcus avait déjà dégainé son arme. « Emmenez-la à l'entrepôt », ordonna Lorenzo, la voix vidée de toute émotion. « Ne la laissez pas tomber. Elle a beaucoup de choses à nous raconter sur Dante Russo. » Tandis que la voiture filait dans la nuit new-yorkaise, Lorenzo ne regarda pas son ex-fiancée qui sanglotait. Il sortit la serviette froissée de sa poche, la serveuse était encore là-bas. Les hommes de Dante Russo surveillaient le restaurant. Lorsqu'ils comprendraient que Lorenzo n'était pas mort et que le piège avait été découvert, ils chercheraient la fuite. Bianca était allée dans la cave. Quelqu'un avait dû l'entendre. « Marcus, dit Lorenzo en sortant son téléphone. « Patron, faites demi-tour. Envoie l'équipe B dans la ruelle. » « Pourquoi nous avons la cible ?»« Non, dit Lorenzo en lissant la serviette du pouce. Nous avons abandonné notre sauveuse. Si Bianca sait qu'on l'a entendue, Dante le sait aussi. Ils vont mettre cette cuisine sens dessus-dessous pour trouver la fuite. » Il regarda l'écriture tachée. « Trouve la fille, ordonna Lorenzo. Amène-la-moi vivante. » Briard resta figé dans la ruelle, l'eau de vaisselle imbibant ses manches. L'explosion avait fait tomber des casseroles du séchoir. Les cris venant de la rue étaient étouffés par les murs de briques, mais une fumée épaisse et noire montait vers la ligne d'horizon. Il a réussi, pensa-t-elle, le soulagement la submergeant. Il a pris la sortie arrière. Puis la prise de conscience la frappa comme un coup physique. Bianca était avec lui. Bianca saurait que son plan avait échoué parce que quelqu'un l'avait prévenu.
et Bianca savait que quelqu'un se trouvait dans la cave. Briard laissa tomber la brosse. Elle ne pouvait pas retourner à l'intérieur. Elle ne pouvait pas rentrer chez Toby. S'il la trouvait, il trouverait aussi son frère. Elle ôta son tablier et le jeta dans la benne. Elle attrapa son manteau dans le casier du personnel près de la porte et se mit à courir. Une bruine new-yorkaise froide et mordante commença à tomber. Briar n'avait aucun plan. Elle n'avait que la panique. Elle descendit Fifth Avenue en courant se fondant dans la foule de badauds sous le choc qui se rassemblait près de la fumée. Elle devait rejoindre Toby. Elle devait le déplacer. Elle atteignit la station de métro, les poumons en feu. Elle tâtonna pour trouver sa métrocard. Soudain, une main lourde se posa sur son épaule. Briard se retourna brusquement, un cri coincé dans la gorge. Un homme en trench-coat sombre se tenait derrière elle, le visage dur, une cicatrice au-dessus du sourcil. « Briar Vance » demanda-t-il. Ce n'était pas vraiment une question. « Non, vous vous trompez de personne. » Elle tenta de reculer, mais un autre homme apparut derrière elle, bloquant le tourniquet. « Monsieur Moretti vous présente ses respects » dit le premier homme. La vision de Briard se brouilla. Moretti. Pensait-il qu'elle faisait partie du piège? Voulait-il faire taire le témoin? « Je vous en prie, » supplia-t-elle, ses larmes se mêlant à la pluie sur son visage. « Je lui ai sauvé la vie. J'ai seulement écrit le mot. Je ne sais rien d'autre. » « Nous le savons, » dit l'homme resserrant sa prise. « Mais les hommes de Dentrusso sont à 2 pâtés de maison, et ils ne sont pas aussi polis que nous. Vous venez avec nous. » Briard écrasa le coup de pied de l'homme et s'élança. L'adrénaline brute et primitive prit le dessus. Elle passa sous le bras du tourniquet et dévala les escaliers vers le quai. « Sécurisez-la, ne tirez pas !» les entendit-elle crier. Elle atteignit le quai au moment où une rame entrait en station. Dans le chaos, elle se força un passage dans un wagon bondé. Les portes se refermèrent dans un sifflement au moment où les hommes en trench-coat atteignaient la ligne jaune. Ils frappèrent la vitre, la frustration gravée sur leur visage. Briard s'effondra sur un siège en plastique, serrant ses genoux contre elle. Elle était en sécurité pour l'instant, mais elle n'avait pas d'argent. La mafia la pourchassait, et le seul homme qui pouvait l'aider venait d'envoyer des hommes pour l'attraper. Elle descendit 2 stations plus loin dans le Queens et courut 6 pâtés de maison jusqu'à l'immeuble délabré où elle vivait avec Toby. Elle fit irruption dans l'appartement. Briar appela Toby depuis son fauteuil roulant dans le salon. « Tu rentres tôt. Tu as vu les infos, il y a eu un attentat à Manhattan. » « Prépare un sac, » dit Briard hors d'haleine en verrouillant les 3 verrous de la porte. « Toby, on doit partir maintenant. »« Quoi, pourquoi, Briard, tu me fais peur. »« J'ai fait une erreur, une très grosse erreur. On doit quitter la ville. » Elle se précipita dans la chambre, jetant des vêtements dans un sac de sport. Ses mains tremblaient, sans contrôle. Toc, toc, toc. Le bruit était polymétrisé et terrifiant. Briard se figea. Elle regarda Toby. Il pâlit. « Briard !» appela une voix depuis le couloir. Ce n'était pas celle des hommes du métro. Celle-ci était plus grave, plus riche. « Ouvrez la porte, mademoiselle Vance. » Elle connaissait cette voix. Elle l'avait entendue commander un Macallan 64 1 heure plus tôt. Elle s'approcha lentement du Judas. Debout dans la lumière fluorescente vacillante de son couloir flanqué de 4 gardes armés, se tenait Lorenzo Moretti. Il portait encore son costume couvert de cendres. Il y avait une trace rouge sur son col qui ne semblait pas être la sienne. « Allez-vous-en » cria-t-elle à travers la porte. « J'ai appelé la police. »« Et nous possédons la police » répondit Lorenzo calmement. « Et l'équipe de Dentrusso est en train de monter par l'escalier de secours. Vous avez environ 30 secondes avant qu'ils défoncent votre fenêtre. » Crash. Une vitre éclata dans la chambre du fond. Toby hurla. Briard ne réfléchit pas. Elle déverrouilla la porte d'entrée et l'ouvrit à la volée. Lorenzo était là, silhouette immense faite d'ombre. « Aidez-nous » souffla-t-elle. Lorenzo n'hésita pas. Il entra levant un pistolet argenté équipé d'un silencieux. 2 hommes en cagoule surgirent de la chambre, armes levées. Lorenzo tira 2 fois, 2 tirs précis. Les intrus tombèrent avant de pouvoir viser Toby. Lorenzo baissa son arme et se tourna vers Briard. L'odeur de poudre et de parfums coûteux envahit le petit appartement. « Je vous l'avais dit, » dit Lorenzo, ses yeux cherchant des blessures sur son visage.
Vous m'avez sauvé la vie, Braillard. Maintenant, laissez-moi sauver la vôtre. Il fit un geste à Marcus. Prenez le garçon. Nous allons à la planque. Maintenant. Braillard regarda l'immense garde du corps soulever Toby avec douceur, fauteuil roulant compris. Lorenzo lui tendit la main. Elle était grande, marquée de cicatrices et parfaitement stable. « Venez avec moi, dit-il, ou restez ici et perdez tout. Le choix vous appartient. » Braillard regarda sa fenêtre brisée, les intrus tombés sur son sol, puis la main du diable en personne. Elle la prit. Le trajet se déroula en silence dans un flou de vitres strié de pluie et d'adrénaline qui se changeait en épuisement. Braillard était assise à l'arrière du SUV, blindé, serrant la main de Toby si fort que ses phalanges blanchissaient. Lorenzo était assis en face d'eux, en train de taper sur une tablette sécurisée, le visage éclairé d'une lumière bleue. Il avait l'air calme, terriblement calme pour un homme qui venait d'abattre 2 agresseurs dans un appartement du Queens. La planque n'était pas une planque. C'était une forteresse sur un domaine privé en haut d'une falaise dans les Hamptons, à 2 heures de la ville. Une vaste demeure de verre et d'acier entourée de murs de 12 pieds et patrouillée par des hommes armés. « Bienvenue chez vous !» dit sèchement Lorenzo lorsque les grilles de fer s'ouvrirent dans un grincement. « Ce n'est pas chez moi !» lança Braillard, retrouvant soudain une étincelle de courage. « C'est une prison. » Lorenzo referma sa tablette et la regarda. Ses yeux étaient des puits sombres illisibles. Une prison vous garde dedans. Une forteresse les garde dehors. Là dehors, Braillard, vous êtes un détail gênant. Vous êtes la serveuse qui en a trop vu. D'un trousseau ne laisse pas de témoins. Ici, poursuivit-il, vous êtes une invitée. La voiture s'arrêta. Des serviteurs non du personnel efficace et armé se précipitèrent vers le véhicule. Ils aidèrent Toby à monter sur une rampe pour fauteuil roulant qui sembla surgir de nulle part. « Emmenez le garçon dans l'aile est », ordonna Lorenzo. « Le docteur Harris attend. Examen complet. Je veux tout savoir sur son état. » « Non !» Braillard bondit en avant, bloquant le personnel. « Vous ne l'emmenez nulle part. Je vais là où il va. » Lorenzo sortit de la voiture, la dominant de toute sa hauteur. La pluie plaquait ses cheveux noirs sur son front, le faisant ressembler moins à un homme d'affaires qu'à un prédateur. Il s'approcha, envahissant son espace, la forçant à lever les yeux vers lui. « Braillard, dit-il d'une voix assez basse pour vibrer dans sa poitrine. Mon équipe médicale est la meilleure au monde. Ils traitent les traumatismes, les éclats d'obus et les blessures par balle. Votre frère a une paralysie cérébrale, n'est-ce pas, et une atrophie musculaire récente. » Braillard cligna des yeux stupéfaite. « Comment savez-vous ça ?»« Je sais tout, » dit simplement Lorenzo. « J'avais un dossier sur vous dès l'instant où vous avez quitté le restaurant. Je sais que vous faites des doubles services. Je sais que vous avez du retard sur votre loyer. Je sais que votre demande de subvention pour son opération a été refusée 3 fois. » Il se pencha ses lèvres à quelques centimètres de son oreille. Le docteur Harris est neurochirurgien, l'un des 3 meilleurs du pays. Il est sur ma liste de paye parce qu'il me doit une vie. Laissez-le aider votre frère ou ramenez Toby dans le Queens et attendez que Dante vous trouve. Choisissez. Braillard regarda Toby. Il avait peur, mais il avait aussi l'air fatigué, si incroyablement fatigué de souffrir. Elle ravala sa fierté. Si vous lui faites du mal... « Je ne fais pas de mal aux enfants, dit Lorenzo en redressant ses manchettes. Je ne fais mal qu'aux gens qui le méritent. Suivez Marcus, il vous montrera votre chambre. Nous parlerons au dîner. » On conduisit Braillard dans une chambre plus grande que tout son appartement. Il y avait des draps de soie, un dressing rempli de vêtements à sa taille, ce qui l'effraya, et une vue sur l'océan Atlantique en tempête, qui s'écrasait contre les rochers en contrebas. Elle prit une douche frottant sa peau pour en retirer l'odeur de fumée et de peur. Lorsqu'elle ressortit enveloppée dans un peignoir moelleux, elle trouva une robe posée sur le lit. Simple, noire, élégante. Elle s'habilla et descendit. La salle à manger était une pièce immense avec une table assez longue pour accueillir 20 personnes, mais dressée pour 2. Lorenzo était déjà là faisant tourner un verre de vin rouge. Il s'était changé en un costume gris anthracite, frais, sans cravate. Il était d'une beauté dévastatrice, ce qui l'agaça. « Asseyez-vous » ordonna-t-il. Braillard s'assit. On apporta la nourriture risotto à la truffe steak et un vin qui coûtait sans doute plus cher que son loyer. L'odeur lui rappela le restaurant Le Mot. « Pourquoi » demanda Lorenzo en coupant son steak. Il ne la regardait pas. « Pourquoi quoi ? Pourquoi avez-vous écrit ce mot ?» Il leva les yeux, son regard perçant.
Vous saviez qui j'étais. Vous saviez qui était Bianca. Le plus intelligent aurait été de partir et de laisser des gens dangereux se détruire entre eux. Pourquoi risquer votre vie pour un inconnu? Braillard joua avec sa fourchette. Parce que mon père était un mauvais homme. Il faisait du mal aux gens, et un jour quelqu'un aurait pu le prévenir. Quelqu'un aurait pu l'empêcher de marcher droit vers un combat, mais personne ne l'a fait. Ils l'ont laissé tomber parce qu'ils pensaient et qu'ils le méritaient. Elle regarda Lorenzo dans les yeux. Ce n'est pas à moi de décider qui mérite de mourir, monsieur Moretti. J'ai simplement vu un piège et je déteste les pièges. C'est lâche. Lorenzo cessa de mâcher. Il la fixa pendant un long moment. Le silence s'étira épais et lourd. Lâche, répéta-t-il, testant le mot. L'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. La plupart des gens me traitent de monstre. Vous traitez mes ennemis de lâches. Il but une gorgée de vin. Bianca a été prise en charge. L'estomac de Braillard se retourna. Vous l'avez tuée. Non, dit Lorenzo calmement. La mort est trop facile. Elle se trouve actuellement dans une pièce très inconfortable en train d'expliquer à mes associés comment Dante Russo a infiltré mon opération. Elle vivra, mais elle ne remettra plus jamais les pieds à New York. Et Dante? Dante fête sa victoire, dit Lorenzo, ses yeux s'assombrissant. Il croit que je suis mort. Les informations ont parlé de l'explosion. J'ai gardé ma survie secrète. Les médias pensent que j'étais dans la voiture. Braillard fronça les sourcils. Pourquoi le laisser croire que vous êtes mort? Parce que piccola, dit Lorenzo, le terme affectueux italien lui échappant avec naturel, lorsqu'un ennemi croit que vous êtes dans la tombe, il devient imprudent. Il baisse sa garde. Il organise une fête de victoire. Lorenzo se leva et contourna la table. Il s'arrêta derrière la chaise de Braillard. Elle sentait la chaleur irradier de lui. Il posa les mains sur le dossier de sa chaise, la piégeant. Demain soir, c'est le gala des ombres. Un bal masqué organisé par le syndicat. Toutes les familles seront présentes. Dante Russo sera là pour réclamer mon territoire. Lorenzo se pencha sa joue, effleurant ses cheveux. Je vais entrer dans cette salle de bal et reprendre mon royaume. Mais je ne peux pas y entrer seul. Si j'y vais seul, j'ai l'air d'un survivant. Si j'y vais avec une belle femme à mon bras intact et arrogant, j'ai l'air d'un roi. Le cœur de Braillard cogna contre ses côtes. Vous voulez que j'y aille avec vous, je suis une serveuse, Lorenzo. Je ne sais pas être ce dont vous avez besoin. Je n'ai pas besoin d'une princesse de la mafia, murmura Lorenzo, sa main glissant jusqu'à son épaule. Sa prise était possessive. J'en avais une. Elle a essayé de me faire exploser. J'ai besoin de quelqu'un de réel. Quelqu'un d'assez courageux pour glisser un mot à un tueur. Il fit pivoter sa chaise pour qu'elle lui fasse face. Soyez ma cavalière Braillard. Soyez mon bouclier pour une nuit de plus. Faites cela et je paierai l'opération de votre frère. Guérison complète, la meilleure rééducation de Suisse. Je vous mettrai à l'abri pour le reste de votre vie. Braillard le regarda. C'était un pacte avec le diable. Mais pour Toby, elle traverserait l'enfer. Une nuit, murmura Braillard. Une nuit, confirma Lorenzo. Mais soyez prévenu, Braillard. Quand nous entrerons dans cette pièce, vous serez à moi. Vous appartiendrez à la famille Moretti. Il n'y aura pas de retour en arrière. La préparation pour le gala ne fut pas une transformation. Ce fut la construction d'une arme. Une équipe de stylistes arriva à la forteresse à l'aube. Ils ne parlaient pas anglais. Ils parlaient le langage de la soie des diamants et de la dissimulation. Braillard fut poli, épilé et maquillé. Ses cheveux d'ordinaire attachés en un chignon brouillon cascadaient en longues vagues brillantes dans son dos. Son maquillage était marqué avec des yeux charbonneux et des lèvres rouges profonds. Puis vint la robe. C'était une pièce sur mesure que Lorenzo avait commandée pendant la nuit du velours bleu nuit-épaule, découverte avec une fente qui remontait dangereusement haut sur sa cuisse. Elle épousait chaque courbe comme une seconde peau. Autour de son cou, on plaça un collier de diamants qui semblait lourd. On dirait un collier, murmura Braillard à son reflet. C'est une revendication, dit une voix grave depuis l'encadrement de la porte. Lorenzo se tenait là vêtu d'un smoking parfaitement ajusté, un masque noir à la main. Il était dévastateur et dangereux. Il entra dans la pièce congédiant les stylistes d'un geste. Il se plaça derrière Braillard, regardant leur reflet dans le miroir. Il ressemblait aux ténèbres et elle à un rayon de lune pris à l'intérieur. « Vous êtes belle,
dit Lorenzo. Ce n'était pas un compliment. Cela sonnait comme une accusation. J'ai l'impression d'être une imposture, avoua Braillard la voix tremblante. Je n'ai pas ma place dans votre monde, Enzo. Vous avez sauvé le roi, dit Lorenzo, ses mains se posant sur sa taille, ses pouces caressant le velours. Cela fait de vous une reine. Il glissa la main dans sa poche et en sortit un petit écrin de velours. Il l'ouvrit, révélant une bague, un immense saphir entouré de diamants noirs. « Donnez-moi votre main. » Braillard hésita. « Qu'est-ce que c'est ?»« Bianca était ma fiancée, » dit Lorenzo. « Si j'entre avec une nouvelle femme, elle ne peut pas être simplement une cavalière. Elle doit être plus que cela. »« Vous voulez que je fasse semblant d'être votre fiancée ?» s'étrangla Braillard. « Pour ce soir, » dit Lorenzo. « C'est une insulte pour Dante. Cela montre que j'ai remplacé son espionne en moins de 24 heures. C'est le coup de force ultime. » Il glissa la bague à son doigt. Elle était lourde et froide. « Ne l'enlevez pas, » ordonna-t-il. « Tant que vous portez ceci, personne ne peut vous toucher. Vous êtes sous la protection du capot des capis. » Le trajet vers la ville fut tendu. Le gala se tenait au Pierre-Hôtel et la sécurité était plus stricte qu'au Pentagone. Lorsque la limousine arriva, les paparazzis grouillaient déjà. Les flashs éclataient, comme des coupes de feu. « Mettez votre masque, » dit Lorenzo en lui tendant un délicat masque de dentelle. Il enfila le sien, un loup vénitien noir. « Restez près de moi, murmura-t-il. Si vous avez peur, serrez mon bras. Ne baissez pas les yeux. Regardez-les dans les yeux. Vous êtes au-dessus d'eux. » Le chauffeur ouvrit la porte. Au moment où Lorenzo sortit un silence, tomba sur la foule. Puis ce fut le chaos. Moretti. Ah, c'est Moretti. Je croyais qu'il était mort. Lorenzo les ignora. Il tendit la main vers l'intérieur de la voiture. Braillard la prit. Elle sortit la robe de velours accrochant la lumière. Le saphir à son doigt flamboya. Lorenzo la tira contre son flanc, son bras s'enroulant autour de sa taille, comme une bande d'acier. Il la guida sur le tapis rouge, avançant avec une grâce de prédateur. Dans la salle de bal, l'atmosphère était suffocante. Des centaines de personnes portaient des masques, l'élite du monde criminel. L'air sentait le champagne coûteux et les secrets. Lorsque le maître de cérémonie annonça Lorenzo Moretti et son invité, la musique s'arrêta réellement. Toutes les têtes se tournèrent. De l'autre côté de la salle, près de l'orchestre, se tenait Dante Russo. Il tenait une coupe de champagne et riait avec un sénateur corrompu. Quand il vit Lorenzo, la coupe lui échappa des doigts et se brisa sur le sol de marbre. Lorenzo sourit, un sourire cruel de requin. Il se pencha vers Braillard. C'est l'heure à mort. Il la mena droit au centre de la pièce. La foule s'écarta comme la mer Rouge. Ils avancèrent jusqu'à Dante Russo. Dante était pâle, ses yeux filant vers les sorties. « Enzo, balbutia Dante, nous avons appris une terrible nouvelle, une tragédie. » Les rumeurs de ma mort étaient grandement exagérées, traîna Lorenzo. Il tendit la main, prit une coupe de champagne fraîche sur le plateau d'un serveur qui passait et la donna à Braillard. « Et qui est-ce » demanda Dante, ses yeux se fixant sur Braillard. Puis il remarqua la bague, ses yeux s'écarquillèrent. « C'est le bijou de famille des Moretti. »« Voici Braillard, » dit Lorenzo, la voix assez forte pour que les tables voisines l'entendent. « Ma future épouse. » Des exclamations parcoururent la salle. « Épouse » s'étrangla Dante. « Mais Bianca !»« Bianca l'a décidé de prendre de très longues vacances ?» dit Lorenzo, ses yeux vrillés dans ceux de Dante. « Elle a compris qu'elle n'était pas faite pour cette vie. Elle était trop fourbe. Je préfère une femme loyale, une femme qui sait repérer un piège. » Le visage de Dante devint gris. Il savait. Il savait que Lorenzo savait tout. « Profite de la fête, Dante, » dit Lorenzo en frappant l'épaule du chef rival assez fort pour laisser un bleu. « Ce pourrait être ta dernière. » Lorenzo guida Braillard sur la piste de danse. L'orchestre entama une valse. « Vous avez été parfaite, » murmura Lorenzo en la rapprochant. Braillard tremblait. Il avait l'air de vouloir me tuer. « Il est terrifié par vous, » corrigea Lorenzo, « parce qu'il ne sait pas qui vous êtes. L'inconnu, et c'est la chose la plus effrayante pour les hommes comme nous. » Ils bougèrent ensemble. Braillard n'avait jamais dansé la valse, mais Lorenzo la menait avec un contrôle si absolu qu'elle n'avait pas besoin de connaître les pas. Elle devait seulement s'abandonner. Sa main sur son dos était brûlante. Son odeur santal et danger envahissait ses sens.
Pendant un instant, la salle disparut. Il n'y avait plus que d'eux. Elle leva les yeux vers son regard d'orage derrière le masque. « Vous êtes deux pattes, vous êtes doués pour ça, murmura-t-elle. Mentir. Lorenzo cessa de tourner. Il la rapprocha jusqu'à ce que sa poitrine touche la sienne. « Je ne mens pas sur tout, murmura-t-il. Il regarda ses lèvres. La tension était électrique. « La bague vous va bien, Braillard. Trop bien. » Soudain, les lumières de la salle vacillèrent. La tête de Lorenzo se releva d'un coup. Son corps se raidit contre le sien. « Restez derrière moi, » ordonna-t-il, sa voix baissant. « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» La musique s'est arrêtée, dit Lorenzo. Mais l'orchestre joue encore. Il avait raison. Les musiciens bougeaient entre leurs archets, mais le son qui sortait était une boucle enregistrée. Les vrais musiciens n'étaient plus là. « C'est un piège, » siffla Lorenzo. « Dante a un plan B. » Un seul coup de feu retentit, faisant éclater le lustre au centre de la pièce. Des cris jaillirent. La foule se rua dans tous les sens. Lorenzo ne courut pas. Il attrapa Braillard, la souleva du sol et plongea derrière un lourd pilier de marbre au moment où une rafale automatique déchirait l'espace où il se tenait une seconde plus tôt. Lorenzo marmonna quelque chose entre ses dents, sortant un pistolet de l'arrière de sa ceinture. Il regarda Braillard, les yeux fous d'adrénaline. « Tu me fais confiance ?» Braillard regarda l'arme puis lui. « Je n'ai pas le choix. » Mauvaise réponse. Lorenzo sourit imprudent et dangereux. Mais ça fera l'affaire. La salle de bal était devenue un piège. Des grenades fumigènes sifflaient sur le sol, remplissant l'espace somptueux d'un épais brouillard gris. Les cris de l'élite étaient noyés par le battement rythmé des armes équipées de silencieux. Lorenzo plaqua Braillard contre le marbre froid du pilier. « Écoute-moi bien !» cria-t-il par-dessus le vacarme. « Dante a verrouillé les portes. Il va brûler tout cet endroit pour m'atteindre. Les autres ne comptent pas pour lui. » « Qu'est-ce qu'on fait ?» cria Braillard en agrippant son revers. « On chasse ?» Lorenzo. Il jeta un coup d'œil autour du pilier, tira 2 coups, puis se baissa lorsque des débris explosèrent près de sa tête. « Marcus !» cria Lorenzo dans son bouton de manchette, un dispositif de communication caché. « Patron, nous sommes à l'entrée nord. Ils l'ont bloqué avec un camion. On le fait sauter. 2 minutes. »« 2 minutes, c'est trop long, » grogna Lorenzo. Il regarda Braillard. « Tu peux courir avec ces talons. » Braillard baissa les yeux vers ses stilettos à bride. Elle se pencha, les déboucla et les envoya valser. Elle se retrouva pieds nus sur le verre brisé et le marbre froid. « Oui » dit-elle farouchement. Lorenzo la regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. « Mon Dieu, tu es magnifique !» Il lui prit la main. « Il faut atteindre la cuisine. L'ascenseur de service. » Ils bougèrent. Ce fut un flou de violence. Lorenzo avançait comme un danseur, la protégeant de son corps. Chaque fois qu'une ombre surgissait de la fumée, il tirait avec une précision mortelle. Ils atteignirent les portes de la cuisine. Lorenzo les ouvrit d'un coup de pied. À l'intérieur, tout était silencieux. Trop silencieux. Au centre de la cuisine en acier inoxydable se tenait Dante Russo. Il tenait un pistolet contre la tête d'un chef. 4 mercenaires lourdement armés l'encadraient. « Terminus, Enzo » ricana Dante. « Tu crois que je ne connaissais pas la sortie de service ? C'est moi qui ai inventé le jeu. » Lorenzo s'arrêta. Il gardait son arme levée, mais ils étaient en infériorité numérique 5 contre 1. Il se plaça devant Braillard, la poussant derrière son dos. « Laisse partir la fille Dante, » dit Lorenzo d'une voix égale. « C'est entre nous. »« Non. » Dante éclata de rire. « Elle est la raison pour laquelle tu es vivant. Le porte-bonheur. Je crois que je vais la prendre. Peut-être qu'elle pourra glisser des mots pour moi. » Il leva son arme visant la poitrine de Lorenzo. « Dis adieu à ton royaume, Moretti. » La main de Braillard effleura le comptoir. Ses doigts trouvèrent quelque chose de dur et froid, une poêle en fonte. Dante était entièrement concentré sur Lorenzo. Les mercenaires regardaient Lorenzo. Personne ne regardait la serveuse inoffensive. Braillard ne réfléchit pas. Elle se souvint de la rage qu'elle avait ressentie lorsque son père était tombé. Elle se souvint du visage de Toby quand la vitre avait explosé. Elle bondit avec un cri de fureur pure primitive et abattit la lourde poêle à 2 mains. Clang! Elle frappa le mercenaire le plus proche assez fort pour le faire tomber. Son arme glissa sur le sol, la distraction fut instantanée. Dante tressaillit, tournant la tête vers le bruit.
Cette fraction de seconde fut tout ce dont Lorenzo avait besoin. 4 tirs secs retentirent et les mercenaires restants s'effondrèrent avant de pouvoir changer de cible. Dante tira au hasard, rata Lorenzo et atteignit l'étagère à épices. Lorenzo réduisit la distance. Il ne tira pas sur Dante, il le plaqua au sol. Les deux dents s'écrasèrent contre le plan de préparation, projetant farine et couteaux sur le sol. Ce fut un combat brutal, laid à coups de poing. Dante était fort, mais Lorenzo se battait avec la rage d'un homme protégeant sa compagne. Il cloua Dante au sol en l'agrippant par le col. « Tu l'as menacé !» rugit Lorenzo en le frappant contre le carrelage. « Tu l'as regardé !»« Enzo, arrête !» hurla Braillard. Elle attrapa le bras de Lorenzo. « Arrête, la police arrive. Tu ne peux pas l'achever, ici. » Lorenzo se figea. Sa poitrine se soulevait violemment. Ses phalanges étaient blanches. Il baissa les yeux vers Dante qui haletait battu et brisé, puis il regarda Braillard. Ses yeux étaient grands ouverts et suppliants. Elle était pieds nus couverte de farine et de taches rouges tenant une poêle. Lorenzo lâcha prise. Il se releva, ajustant sa veste déchirée. Il regarda Dante. « Tu vis parce qu'elle l'a demandé. Souviens-toi, chaque souffle que tu prends est un cadeau de la femme que tu as essayé de détruire. » Marcus et l'équipe de sécurité surgirent par les portes arrière. « Patron, l'équipe d'extraction est là. »« Sortez les ordures. » Lorenzo désigna Dante. « Remettez-le aux fédéraux. Dénonciation anonyme. Qu'ils pourrissent dans une cellule. » Lorenzo se tourna vers Braillard. Il s'approcha sans un mot et la souleva dans ses bras comme une mariée. « Tu peux me poser, » protesta faiblement Braillard. « Je peux marcher. »« Tu es pieds nus dans une zone de guerre, » dit Lorenzo en se dirigeant vers la sortie. « Et tu viens de neutraliser un tueur à gages avec une poêle. Je ne te laisserai plus jamais marcher si je peux l'éviter. » Il la porta dans l'air frais de la nuit, au milieu des sirènes et des lumières clignotantes. Il la déposa à l'arrière de la limousine qui attendait et s'assit près d'elle tandis que l'adrénaline retombait dans un lourd silence. « Tu m'as encore sauvé, » dit doucement Lorenzo. « On est quitte, » murmura Braillard. « Non. » Lorenzo secoua la tête. Il prit sa main, celle qui portait la bague. Il la porta à ses lèvres et embrassa ses phalanges, laissant une légère trace rouge sur sa peau. « Je te dois tout, Braillard Vance, et je paye toujours mes dettes. » Il se pencha vers elle. Cette fois, aucun coup de feu ne vint les interrompre. Il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser tendre. Il fut affamé, désespéré, possessif. Il avait le goût de la survie. Lorsqu'ils se séparèrent, Lorenzo posa son front contre le sien. « Épouse-moi, » murmura-t-il. « Nous sommes déjà faussement fiancés, » souffla-t-elle le cœur emballé. « Non, » dit Lorenzo, son pouce caressant sa joue. « Pour de vrai, sois ma reine, règne sur cette ville avec moi. Je ne peux pas le faire sans toi. Tu es la seule personne au monde qui n'a pas peur du feu. » Braillard le regarda. Elle pensa à son ancienne vie, aux verres renversés, aux factures impayées, à la peur constante. Puis elle regarda l'homme qui brûlerait le monde pour empêcher une seule goutte de pluie de toucher sa tête. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord. » Lorenzo sourit. Ce fut le premier vrai sourire sincère qu'elle lui voyait. « D'accord. Mais j'ai une condition. »« Tout ce que tu veux. Dis-moi. »« Plus de gala. » Elle rit, une larme glissant sur sa joue. « Je préfère les plats à emporter. » Lorenzo rit un son riche et profond. Marché conclu. Le soleil au-dessus du lac de Côme ne se contentait pas de briller. Il semblait dorer le monde. La Villa d'Este avait été fermée au public, un événement qui exigeait d'ordinaire un chef d'État. Mais aujourd'hui, c'était pour le mariage de Lorenzo Moretti et Braillard Vance. Braillard se tenait sur le balcon de la suite nuptiale, la brise jouant avec la dentelle de son voile. Elle était différente de la fille qui récurait la vaisselle au fond de l'Obsidian Room 12 mois plus tôt. Elle se tenait plus droite. Sa peau rayonnait de santé, elle en était plus grise de fatigue et de stress. Mais le changement le plus important était dans ses yeux. La peur avait disparu, remplacée par une confiance calme, inébranlable. « Tu penses aux mots » dit une voix depuis la porte. Braillard se retourna. C'était Toby. Il portait un smoking sur mesure assorti à celui de Lorenzo. Mais le miracle n'était pas le costume. C'était le fait qu'il se tenait debout. Il s'appuyait lourdement sur une élégante canne en ébène, les jambes maintenues par des supports de pointe en fibre de carbone, mais il était debout. L'opération à Zurich, entièrement financée par la Fondation Moretti, avait été un succès. Les mois de rééducation éprouvante avec des entraîneurs que Lorenzo avait personnellement engagés avaient porté leurs fruits.
Je ne pensais pas aux mots, dit Braillard avec un sourire avançant vers son frère pour arranger son nœud papillon. Je pensais à quel point je vais pleurer quand tu m'accompagneras jusqu'à l'hôtel. Je ne trébucherai pas, sourit Toby. Marcus s'est entraîné avec moi toute la matinée. Il est terrifiant au fait. Il a menacé le sol s'il me faisait glisser. Briard rit. Marcus est un nounours avec un Glock. Braillard, dit Marcus en apparaissant derrière Toby. Le garde du corps géant avait l'air mal à l'aise dans un costume de cérémonie ajustant sans cesse son col. Le Don attend, et tu sais comment il devient quand il doit attendre. Il commence à réorganiser le plan de table. Briard inspira profondément. Elle prit son bouquet des roses blanches mêlées de brins de romarin sauvage, puis elle prit le bras de Toby. « Prêt » demanda-t-elle. « Prêt » dit Toby. Ils sortirent dans le jardin. Les invités étaient un mélange des personnes les plus dangereuses du monde et des quelques amis normaux que Braillard s'était fait. Mais lorsqu'elle posa le pied sur l'allée, les murmures cessèrent. Au bout de l'allée debout, sous une arche de fleurs blanches, se tenait Lorenzo. Il semblait à bout de souffle. Lorenzo Moretti, l'homme qui avait affronté un peloton d'exécution sans ciller, avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Ses yeux s'accrochèrent aux siens et ne les lâchèrent plus. Il ne regarda pas la robe, les fleurs, ni le lac. Il regarda seulement son visage. Lorsque Toby réussit à franchir les marches jusqu'à l'hôtel et plaça la main de Braillard dans celle de Lorenzo, le Don se pencha vers le garçon. « Tu t'en es bien sorti, gamin, » murmura Lorenzo en serrant l'épaule de Toby. « Va t'asseoir. Repose tes jambes. » La cérémonie fut courte. Ils n'avaient pas besoin de longs vœux. Ils s'étaient déjà promis leur vie dans une cuisine remplie de dangers à New York. « Acceptez-vous de prendre cet homme pour époux ?» demanda le prêtre. Braillard regarda la cicatrice sur la joue de Lorenzo, souvenir de la nuit où il l'avait sauvé. « Oui, » dit-elle la voix claire et forte. « Et vous, Lorenzo, acceptez-vous de prendre cette femme ?» Lorenzo ne regarda pas le prêtre. Il leva la main de Braillard et embrassa la bague de saphir qui avait tout déclenché. « Elle possède mon âme, » dit Lorenzo, sa voix portant dans le silence. « Oui. » La réception fut un flou de musique, de rires et de vin qui coûtait plus cher que l'ancien immeuble de Braillard. Tard dans la soirée, Lorenzo l'entraîna loin de la piste de danse. « J'ai un cadeau pour toi, » dit-il en la conduisant dans la bibliothèque privée de la villa. « Je ne voulais pas te le donner devant les autres. »« Enzo, tu m'as déjà offert une villa, » rit-elle, « et un mari, et les jambes de mon frère. Je n'ai besoin de rien d'autre. » Celui-ci est différent. Il se dirigea vers une petite table couverte d'un tissu de velours et le retira. Dans un simple cadre doré, reposait une serviette à cocktail bon marché froissée. L'encre était tachée légèrement marquée de scotch. « Votre fiancé vous tend un piège. Partez maintenant. » Briard eut un hoquet sa main volant à sa bouche. « Tu l'as gardé. »« Je garde les choses qui comptent, » dit doucement Lorenzo. Il se plaça derrière elle, l'entourant de ses bras à la taille et posant son menton sur son épaule. « Ce morceau de papier est la chose la plus précieuse que je possède. C'est le moment où ma vie a réellement commencé. » Il la fit se tourner vers lui, les yeux intenses. « D'Entrusso a pris 20 ans de prison fédérale. Mes ennemis se taisent. Les territoires sont sécurisés, mais rien de tout cela ne compte à côté de ça. » Il désigna la serviette, puis elle. « Tu m'as sauvé, Briard, pas seulement de la bombe. Tu m'as empêché de devenir rien d'autre qu'un costume rempli de violence. Tu m'as donné quelque chose à protéger. » Briard leva la main et lui caressa le visage. « Et toi, tu m'as donné une raison d'être courageuse. » Lorenzo se pencha, ses lèvres effleurant les siennes. « Au fait, » murmura-t-il contre sa bouche, « j'ai tenu ma promesse. »« Laquelle ?»« Les plats à emporter. » Briard recula confuse. « Nous sommes à un festin de mariage étoilé Michelin en Italie. » Lorenzo sourit avec ce sourire de garçon imprudent qu'elle aimait. « Regarde sous le bureau. » Braillard s'accroupit. Caché sous l'ancien bureau en acajou, il y avait 2 boîtes grasses de pizza pepperoni, façon New York, acheminées en jet privé. « Impossible, » rit-elle. Lorenzo s'assit par terre et tira sur son nœud papillon jusqu'à ce qu'il pende lâchement. Il tapota la place à côté de lui. « Assieds-toi avec moi, Madame Moretti. Laisse les invités manger le caviar. Moi, je veux de la pizza avec ma femme. » Braillard s'assit dans sa robe de mariée à $100 000, retirant ses talons d'un coup de pied. Elle prit une part de pizza froide et posa sa tête sur l'épaule de l'homme le plus dangereux du monde. Il embrassa le sommet de son crâne.
Dehors, les feux d'artifice commencèrent à illuminer le lac en éclats rouges et dorés. Mais dans la bibliothèque assise par terre à manger de la pizza, Briar Vance savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Elle n'était plus seulement une serveuse. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était la reine. Et le roi, enfin, était en paix. Nous travaillons avec des ressources très limitées et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît pour nous aider à débloquer la monétisation et à continuer de créer davantage d'histoires. Merci pour votre soutien.